Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct sur les antennes d'Azur TV, semaine qui débute avec cette inquiétude en ce lundi 29 mars. Le pays va-t-il se reconfiner? Emmanuel Macron va s'exprimer normalement dans la semaine. En attendant, le Var et les Bouches-du-Rhône, et bien dans ces deux départements, les chiffres explosent. Nous irons à Toulon dans quelques instants avec le docteur Odiger Valette qui est chef de l'unité Covid. Le point également à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Protocole renforcé dans les écoles des Alpes-Maritimes, l'un des 19 départements où si désormais il y a un cas dans une classe, eh bien cette dernière ferme. Reportage pour le premier jour de mise en application à Nice. Nous serons sur ce plateau également avec la présidente de la FCPE, les parents d'élèves donc dans les Alpes-Maritimes. Et puis le choc pour les salariés d'Air France des bases de Marseille et de Nice. L'entreprise, la compagnie aérienne prévoit de fermer ses bases en province. 329 salariés sont concernés donc entre les sites de Toulouse, Marseille et Nice. Voilà pour le sommaire, une partie du sommaire de ce grand direct. Bonsoir Eric Revel. Bonsoir Nicolas Guérin. Merci d'être là comme tous les soirs. On va jeter un œil aux chiffres. C'est vrai qu'on a repris un peu l'habitude de faire le point en chiffres sur l'épidémie de la Covid-19. Voilà, tout est rouge ce soir. Il n'y a plus de stabilisation. Vous voyez le taux d'incidence selon les chiffres de Covid Tracker, 454 dans les Alpes-Maritimes, 431 dans les Bouches-du-Rhône, 423 dans le Var. On prend comme base de référence le 18 mars, juste avant le basculement en confinement total dans les Alpes-Maritimes. Et la tension hospitalière est elle aussi très préoccupante. 153% toujours dans les Alpes-Maritimes, 102% dans les Bouches-du-Rhône et 120% dans le Var. Avant de rejoindre le docteur Odiger Valette qui nous attend en 30 secondes, Eric, peut-être, on est pendu à la décision du président Macron. A priori, si on a confirmation que le président s'exprimera dans la semaine, c'est qu'on peut s'attendre à un tour de vis un peu plus sévère que ce qu'on a connu là ces dernières semaines. Bah oui, mercredi, donc conseil de défense sanitaire. Jeudi, peut-être prise de parole du chef de l'État. Ce qu'on peut constater, notamment dans les Alpes-Maritimes, même si les chiffres étaient plutôt encourageants à la fin de la semaine dernière, c'est que là, tout repart à la hausse, le taux d'incidence, le taux d'hospitalisation. Globalement, on sait qu'en France, 4 974 personnes sont en réanimation, c'est-à-dire qu'on touche les plus hauts du mois de novembre dernier. Donc évidemment, tout ça est inquiétant. Et ce qu'on a au-dessus de la tête, au-dessus de nos têtes, Nicolas, comme une sorte d'épée de Damoclès, c'est évidemment un confinement plus strict. Parce que quand on voit ces taux d'incidence qui repartent à la hausse dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var et dans les Alpes-Maritimes surtout, on se dit que le fameux confinement hybride, le confinement extérieur, mis en place il y a plus de 2 semaines, ne semble pas fonctionner pour enrayer le côté exponentiel de cette pandémie. Bonsoir docteur Clarisse Odiger Valette, je le disais, vous dirigez la cellule Covid à l'hôpital Sainte-Musse à Toulon. Les chiffres donc dans le Var sont inquiétants, ils grimpent, la tension hospitalière a allègrement dépassé les 100%. Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez donc qu'il faut serrer la vis encore plus ? Bonsoir. Alors, c'est assez difficile lorsqu'on prend une décision, pas les décisions de confinement ou de serrage de vis comme vous employez. C'est des décisions qui sont politiques et pour lequel nous, médecins, on a des difficultés à apporter un jugement. Il faut voir que lorsqu'on confine, déjà il faut voir le degré du confinement, premièrement. Et puis, c'est des mesures dont on va voir les conséquences dans 15 jours à 3 semaines, pas avant. Donc là, actuellement, nous, on gère au jour le jour avec la situation de tension extrême, notamment dans les services de réanimation, également dans les services de pneumologie, puisque c'est des patients qui ont des signes respiratoires. Donc, je crois que globalement, actuellement, on essaye de passer à travers le cluster urbain. On avait déjà vécu ça lorsque le Haut-Var s'était fait submerger. Donc là, on se retrouve dans une situation avec des patients qui arrivent de Toulon, donc on réapplique les mêmes méthodes. Mais docteur, évidemment, la politique reste la politique, et là, c'est aux médecins que je parle. On voit bien que là, la vaccination ne va pas assez vite et que les chiffres commencent à atteindre à nouveau des plafonds très, très inquiétants. Donc il faut bien faire quelque chose. On ne peut pas rester en l'état.
Alors, ce qu'il faut faire, c'est accélérer à tout prix la vaccination et donner. Et ça, on peut vraiment agir là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut accélérer la vaccination, ouvrir la vaccination au plus de personnes possibles qui veulent se faire vacciner. Et ça, on a la capacité, justement, et c'est déjà ce qui commence à être mis en place, d'avoir des centres de vaccination, des vaccinodromes qui peuvent encore plus vacciner. Pour pouvoir donner accès à la population à la vaccination. Après, les mesures de confinement, si vous voulez, ce sont des mesures qui vont être immédiates, alors que des mesures de vaccination, c'est pour avoir une réduction pérenne de l'épidémie. Et actuellement, dans nos lits, ce qui est quand même excessivement rassurant, notamment sur le plan médical, c'est qu'on n'a pas de patients qui sont vaccinés. Même si c'était des patients qui avaient accès à la vaccination, notamment dans les personnes âgées. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de patients hospitalisés dans nos secteurs de gériatrie et que là, on est plutôt impacté par des patients qui sont beaucoup plus jeunes. C'est aussi pour ça qu'on a une tension extrême, parce que qui dit patient plus jeune dit augmentation des patients à prendre en charge en réanimation. Donc à Sainte-Musse, c'est quand même une tension hospitalière au-dessus des 100%. Et ce que vous dites, c'est que finalement, on aurait peut-être intérêt à ouvrir la vaccination à une tranche d'âge un peu plus jeune. On avait le débat en fin de semaine dernière sur les plus de 50 ans qui, à Cannes, devraient se faire vacciner en fin de semaine. Vous dites ça, c'est clairement la voie à suivre parce qu'il faut à tout prix accélérer. C'est primordial de donner accès à la vaccination aux gens qui le souhaitent. Vraiment, là, on le voit bien, les facteurs de risque du Covid, c'est le surpoids, c'est les gens qui sont en contact avec, si vous voulez, de la même façon que les enseignants, si vous voulez, les enseignants, ils sont dans des écoles. Quand le virus circule de façon intense avec une contagiosité extrême du variant anglais, il faut pouvoir bloquer la transmission du virus. Et bloquer la transmission du virus, outre privilégier les mesures barrières et effectivement, le couvre-feu peut avoir une incidence là-dessus. Mais donner accès à la vaccination, c'est déjà, rassurer les populations et puis pouvoir avoir un projet à moyen terme. Mais docteur Odigier-Valette, vacciner, on l'entend, mais la question c'est toujours la même, c'est la question des doses disponibles. La semaine passée, le gouvernement a annoncé que de nouvelles professions comme les vétérinaires, comme les chirurgiens dentistes pourraient vacciner. Ils sont 250 000 dans ce pays, mais si on n'a pas de doses, on peut toujours crier « allez vous faire vacciner ». Il y a des régions qui sont, il y a un problème d'organisation. Là aussi, c'est pas de mon ressort. Nous avons des doses et nous avons la possibilité d'ouvrir la vaccination. C'est ce que nous faisons. Nous avons fait des opérations de vaccination, notamment sur l'hôpital Sainte-Musse. Il y en a également à l'hôpital Sainte-Anne. Il y a des vaccinodromes qui vont s'ouvrir dans les prochains jours. Donc, c'est une organisation intense. Je veux dire, nos pharmaciens passent leur jour et leur nuit à distribuer les doses et à répartir ce qu'ils reçoivent via les ARS et compagnie. Et donc, du coup, ce qui est vraiment important, si vous voulez, c'est que c'est se donner les moyens d'écouler les doses. Donc, nous, c'est ce qu'on fait et c'est là-dessus qu'on peut jouer. Après, j'entends bien qu'il y a des régions qui sont peut-être beaucoup plus en difficulté. Mais actuellement, on a la chance de pouvoir, nous, développer la vaccination. Mais alors pourquoi, s'il y a suffisamment de doses, docteur, pourquoi est-ce que les gens qui sont dans la cible, dans les tranches d'âge, dans des cas de comorbidité, ne viennent pas se faire vacciner ? C'est l'épisode AstraZeneca qui a bloqué un peu tout le processus ? En fait, les gens viennent se faire vacciner, les gens veulent venir se faire vacciner. Après, il y a des plateformes de prise de rendez-vous. Des fois, c'est plus complexe. Ça dépend en fait des zones où sont organisées les vaccinations. C'est évident que tout passe également par les médecins référents. Il y a eu le problème avec avec AstraZeneca. Donc, souvent, des petits événements peuvent entraîner une petite perte de confiance, mais c'est à nous à sans arrêt inciter à la vaccination, de la même façon qu'il faut, vis-à-vis des personnels soignants, c'est un travail de tous les jours d'expliquer pourquoi il y a un intérêt à être vacciné.
Docteur, je voudrais vous montrer une petite vidéo tournée ce week-end à Nice, parce qu'on est aussi là face à une responsabilité individuelle. Chacun doit prendre ses responsabilités, faire attention, respecter les gestes barrières. Regardez, et je voudrais juste un avis médical sur ce que vous allez voir. Donc je vous propose de commettre un délit sous les yeux des forces de l'ordre qui ne diront rien. Je vous propose de vous embrasser les uns les autres. Et partagez, voilà, que tous ceux qui vont voir la vidéo dans les rues s'embrassent les uns les autres. Qui m'embrasse? J'ai pas compris, moi j'ai pas entendu. Il y a moi, tout le monde s'embrasse. Liberté, liberté. Voilà, 90 000 morts en France, on se rapproche des 100 000. On a encore des people, des gens comme Francis Lalanne qui appellent à ce genre de comportement. Très franchement, est-ce que ça ne vous désespère pas, après un an passé sur le front ? Ce qui me désespère, c'est qu'on considère que Francis Lalanne soit un people. Mais en pratique, non. Enfin, je crois qu'il y a des comportements déviants, c'est de la provocation. Il y a un humoriste qui a fait un petit passage sur Twitter, justement, sur cette provocation de Francis Lalanne. Mathieu Madénian, Marseillais, qui lui a répondu. Exactement, qui lui a répondu et qui a dit que ces gens avaient probablement déjà tous le Covid parce qu'ils avaient perdu le goût d'apprécier Francis Lalanne, pour reprendre ses propos. Mais en pratique, c'est dérisoire. Je veux dire, enfin, globalement, des comportements déviants, il y en a partout. Après, ce qui est regrettable, c'est que on voit dans nos patients et dans leurs yeux la peur et la culpabilité d'avoir été contaminés, alors qu'en fait, globalement, il n'y a pas de culpabilité. Être malade, d'accord, enfin, nous, on soigne tout le monde. Et globalement, avec un virus qui diffuse à grande vitesse, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'erreur pour l'attraper. Du coup, oui, c'est déplorable d'en rajouter et de provoquer en plus, oui, bien sûr. Mais après, merci beaucoup, docteur. En tout cas, le message, on reste tous vigilants, gestes barrières, on se tient à distance, on se fait vacciner si on le peut, et puis on attendra donc le milieu de semaine pour savoir si d'autres départements basculent en confinement ou si tout le pays se reconfine. Merci encore de nous avoir apporté vos lumières une nouvelle fois sur les antennes d'Azur TV ce soir. Alors, on voit la réponse de Clarisse Audigier-Valette, qui prend un peu de recul, qui finalement peut-être même a-t-elle raison de renvoyer Francis Lalanne à ce qu'il est, finalement un épiphénomène. Malgré tout, il y a eu des images encore ce week-end de gens sur la promenade des Anglais, il faisait beau, on est peut-être aussi là, nous, face à notre responsabilité. Oui, il y a deux choses à mon avis dans cette vidéo de Francis Lalanne. Il y a la provocation, il y a le fait aussi, me semble-t-il, que les gens ont de plus en plus de mal à supporter ces distanciations sociales. Alors je n'apporte pas du tout mon appui à ce qu'on a vu, mais ce que je veux dire, c'est que ça se termine, la vidéo, en criant « liberté, liberté, liberté ». Et ça, c'est aussi un sujet qui est en train de monter. Vous parliez tout à l'heure peut-être d'une nouvelle décision du chef de l'État quant à un confinement plus strict, ce qui au passage serait pour lui d'acter son pari perdu du 29 janvier dernier lorsqu'il avait dit « je ne reconfinerai pas ». Mais il y a aussi, à côté de cette tentation d'imposer un confinement plus strict, il y a aussi cette soif des gens qui en ont marre de cette épidémie. Et on en a tous marre, mais ce n'est pas pour autant qu'on se comportera comme ça. Et cette vidéo résume bien, à mon avis, l'espèce d'ambiguïté, d'incohérence dans laquelle on est engouffré. C'est-à-dire qu'on n'en voit pas la fin. On nous parle d'un confinement plus strict et en même temps, parce que les beaux jours sont là, on aspire à davantage d'espace et à davantage de liberté. Bon, maintenant, ce qu'a provoqué Francis, que je connais un peu, Francis Lalanne, c'est juste ridicule. Et c'est vrai quand même que je ne sais pas si c'est un people, ça a été un chanteur à succès, mais là on sent qu'il est un peu en mal de notoriété et venir se livrer à ce genre de démonstration, à mon avis, est totalement inutile et même dangereux.
Alors on est allé poser la question aux Varois aussi sur ce confinement qui pourrait arriver dans le département. Commerçants et toulonnaises et toulonnais, Marion Colangelo vous a donné la parole. Le département du Var est sur la sellette. Avec un taux d'incidence de 423 ce dimanche, les chiffres de la Covid s'envolent. Les hôpitaux sont pleins, 120% de tension hospitalière. Certains refusent des patients. Difficile d'imaginer le département échapper au confinement. Oui, on a peur. On ne sort pas beaucoup, on sort masqué, voilà. Je vous dis ce que je pense parce que oui, j'ai peur d'un éventuel reconfinement. Cette Toulonnaise réclame donc des mesures plus strictes, histoire de se débarrasser définitivement du virus. Disons qu'il faudrait faire un confinement une bonne fois pour toutes, que plus personne ne sorte, et puis peut-être que ça arrangerait les choses, mais c'est encore pas évident. Regardez tout ce qui se passe ailleurs, Espagne, tout ça, ils font ce qu'ils veulent, bref, voilà. D'autres par contre ne s'inquiètent pas plus que ça, surtout s'il s'agit d'un confinement comme celui en vigueur dans les Alpes-Maritimes. Si on nous dit qu'on peut sortir dans la journée, aller à droite et à gauche, bon ben pourquoi pas, ça nous aère parce que c'est vrai que sinon l'asphyxie à la maison, c'est dangereux quand même. Voilà. D'accord. Donc bon, si c'est pour aider l'ensemble de la population, il faut que chacun à son niveau prenne des décisions de manière à ne pas contaminer les autres. Du côté des commerçants, c'est la grosse inquiétude. Un confinement viendrait à stopper une nouvelle fois l'activité. Oui, ça vous fait peur un peu, c'est déjà compliqué, mais j'aimerais que ça s'ouvre pour cet été. Voilà, j'espère que ça va ouvrir, mais j'attends d'y parler de confinement, mais ça fait un peu le beurre, voilà. Les commerces dits non essentiels sont d'autant plus inquiets qu'il sera difficile d'écouler les stocks. Au niveau des pertes, pour nous c'est une grosse perte par rapport au chiffre d'affaires. Même si par rapport, on peut faire quand même le click and collect, on perd énormément de marchandises. Là vous voyez déjà, on a encore les bottes alors qu'on est presque à la saison d'été. Donc oui, au niveau du confinement, on a un peu peur de ça, mais on se prépare déjà à l'avance, on sait que dans tous les cas, il va y en avoir un. On se prépare, c'est pour ça qu'on a créé un site internet exprès pour limiter la casse. Lors du deuxième confinement, on a fait un site internet et lors du premier, on n'avait pas fait, donc on avait énormément perdu. Le président Emmanuel Macron devrait prendre la parole ce mercredi pour faire un point sur la situation et probablement faire des annonces. Voilà l'inquiétude évidemment des citoyens, mais aussi des commerçants. Et la situation n'est pas, le tableau n'est pas beaucoup plus reluisant dans les Bouches-du-Rhône. Là aussi, l'inquiétude est au maximum avec des chiffres qui indiquent une tension extrême. Reportage à Marseille de Thomas Bernabé. La situation se tend au sein des hôpitaux marseillais avec un taux d'incidence à 431 et une tension hospitalière de 102% dans le département. L'hôpital Nord arrive à saturation, qu'il s'agisse du secteur Covid ou non. On a ouvert à peu près 60 à 80% de lits supplémentaires de réanimation par rapport à notre cadastre habituel. Et ce matin, malheureusement, la plupart de ces lits sont pleins. Il nous reste une place, ce qui fait que la situation est extrêmement tendue. Les unités d'hospitalisation conventionnelle, c'est-à-dire les patients hors réanimation, sont aussi extrêmement chargés. Et puis on a reçu ce week-end, du fait du beau temps probablement, beaucoup de patients traumatisés qui nécessitent des soins et qui participent à l'utilisation des ressources. Une tension qui ne devrait pas aller en s'améliorant si de nouvelles mesures de freinage ne sont pas prises très rapidement. L'incidence de l'infection remonte très très fortement sur la région PACA, à plus de 400 cas, ce qui est un chiffre extrêmement haut, et que la pression sur l'hôpital, d'ailleurs en Covid et en non-Covid, est maximale. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas de décision de freinage associée à cette situation, on va se retrouver dans une tension assez extrême. Si l'hôpital Nord peut pour le moment traiter tous ses patients, une montée rapide des contaminations pourrait changer la donne et contraindre l'établissement à faire des choix. Une bonne nouvelle tout de même, c'est l'accélération de la campagne de vaccination qui semble porter ses fruits. Le professeur Léon nous a indiqué que beaucoup moins de patients âgés de plus de 75 ans étaient admis en hospitalisation conventionnelle. Bon voilà, les indicateurs sont quand même très très préoccupants. On les a sentis monter déjà en fin de semaine dernière. D'où cette question, Éric, le passeport vaccinal. Enfin d'abord réglons l'urgence absolue, mais est-ce que le passeport vaccinal sera
le sésame qu'on devra tous savoir. En tout cas, il y a un personnage incontournable qui n'est pas français, qui n'est pas allemand, enfin qui n'a pas de responsabilité en France ou en Allemagne, c'est Thierry Breton, le commissaire européen au vaccin. Alors le commissaire européen au vaccin, vous vous en souvenez, c'est l'ancien ministre des Finances qui avait, il y a quelques jours, affirmé qu'on n'aurait pas besoin du fameux vaccin russe Sputnik V. Il a récidivé hier, Thierry Breton, en annonçant la mise en place prochaine d'un passeport vaccinal en Europe. Alors peut-être pour juin prochain, mais évidemment, quand on est commissaire européen, on n'est pas au gouvernement d'un pays ou d'un autre pays. Et à mon sens, ça pose deux questions. Ça pose d'abord la question de la légalité de la mise en place d'un tel passeport vaccinal. Légalité, parce qu'il faudra bien en passer par les parlements, état d'urgence ou pas, en France, pour voter ou non la mise en place de ce passeport vaccinal. Et puis, deuxième problème que ça pose, c'est quand même l'égalité face à la disponibilité des doses de vaccins. Parce que si on doit mettre en place un passeport vaccinal au mois de juin, par exemple, et qu'on n'arrive pas à se faire vacciner, eh bien, on ne sera pas égaux les uns et les autres face à la possibilité ou pas de se faire vacciner. Donc peut-être que Thierry Breton parle de passeport vaccinal pour faire un peu oublier tout le reste. Il parle au nom de l'Europe et pas au nom de la France. En tout cas, nous, les deux échéances que l'on a très clairement sur la table, on les répète, c'est mercredi ce Conseil de défense sanitaire, et puis peut-être jeudi ou mercredi soir dans la foulée, des décisions, et qui ne concerneront pas le passeport vaccinal, mais bien un confinement plus strict. Le protocole dans les écoles, maintenant 19 départements concernés, les départements qui sont pour la plupart repassés en confinement, c'est le cas des Alpes-Maritimes. Désormais, si dans une classe, un élève est testé positif, eh bien la classe ferme. Reportage dans les Alpes-Maritimes de Claudia Olivier. Depuis ce matin, Gilles Jean, secrétaire général du SNU IPP dans les Alpes-Maritimes, ne cesse de répondre aux questions des enseignants. Le protocole sanitaire est renforcé dans les écoles du département. Désormais, un seul cas positif de Covid dans une classe entraîne la fermeture de celle-ci. Sur le fond, on y est assez favorable. On attendait une mesure au moins de ce type-là. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'un élève est positif, la classe ferme. Alors, ce n'est pas sans poser de problème pour les parents, par exemple, qui travaillent, etc. Mais au point de vue sanitaire, ça nous semble aller dans le bon sens. Oui. Ce qui n'empêche pas le corps enseignant d'être épuisé après un an passé à s'adapter. De leur côté, les parents d'élèves de cette école primaire de Nice sont mitigés. Ce tour de vis les rassure, mais en cas de fermeture, il va falloir vite réagir. Pour moi, c'est la priorité à la santé. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord. Concernant nous les parents qui travaillons, c'est vrai que pour garder les enfants à la maison, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas pratique pour les parents quand on travaille, tout ça, mais bon, c'est la sécurité le plus important. De son côté, la FCPE 06 s'inquiète. Ce renforcement du protocole sanitaire aura une conséquence sur la continuité pédagogique, selon la secrétaire générale Céline Vaillant. On voit mal, là encore, comment l'enseignant va pouvoir s'organiser en étant prévenu à 15h que la classe va fermer pour le lendemain, pour fournir du travail à la maison pour les élèves. Donc finalement, on va aussi être dans la même situation qu'on était l'année dernière, à savoir une grande disparité entre les familles qui ont un équipement informatique et du temps pour accompagner les enfants, et puis les autres qui vont rien faire en fait. Depuis ce matin, 52 classes ont été fermées dans tout le département. Avec ce protocole strict, les fermetures en cascade sont à craindre. Le recteur de l'académie, Richard Lagagné, se veut pour autant rassurant. Nos professeurs, je crois, ont démontré de façon absolument formidable toute leur adaptation à une crise qui nous a pris sur le vif tout le monde. Ils s'inscrivent à la fois sur un travail important en présentiel, mais ils ont su aussi proposer de façon extrêmement innovante des choses en distanciel. Depuis la rentrée de février, des tests salivaires ont été mis en place dans les établissements. La semaine dernière, sur 4000 prélèvements, 4 se sont avérés positifs. Avancer les prochaines vacances de 15 jours pourrait être une solution pour éviter la fermeture des écoles. Et on va tenter d'aller plus loin avec Laetitia Sicardi qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Présidente de la FCPE dans les Alpes-Maritimes, donc les parents d'élèves. Je précise juste une chose, le protocole en vigueur, c'est lorsqu'un enfant est testé positif, la classe ferme pour
7 jours et lui doit s'isoler 10 jours, l'enfant, avant de revenir à l'école. Alors, on l'a vu, 52 classes, et encore ce ne sont que des chiffres partiels qu'on a eu à 17h30 en une journée de fermé. On imagine que dans les jours qui viennent, on va arriver à des fermetures en cascade quand même. Bien sûr. En tout cas, aujourd'hui, c'est un peu l'affolement général un peu partout parce que les décisions sont tombées vendredi, le temps du week-end et ce matin, c'est effectivement les chiffres sont quand même assez importants. Il fallait s'y attendre avec ce dispositif, en tout cas ce renforcement du protocole. Donc les parents sont affolés, un petit peu en colère quand même parce qu'on est encore face à une situation où les décisions sont prises dans l'urgence et sur le terrain, en tout cas les familles doivent s'adapter et les enseignants, en tout cas les personnels aussi. Donc là on est quand même un petit peu en colère. Voilà, parce que de façon très prosaïque, on ferme une classe, ça veut dire que forcément au moins un des deux parents reste avec l'enfant dans l'urgence. On n'a pas forcément de solution de garde, donc c'est toute une organisation à revoir. Oui, d'ailleurs, à ce propos-là, manque d'anticipation, l'exemple que vous prenez est flagrant. Pour avoir un arrêt de travail, pour pouvoir garder son enfant à la maison, il faut ne pas pouvoir télétravailler. Les deux parents ne doivent pas pouvoir télétravailler. Comment, en télétravaillant, on peut garder ses enfants maternelle, primaire, collège? Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. L'expérience du mois de mars ne sert à rien. Alors, je précise aussi, Eric, avant de vous céder la parole, que 52 classes sur les plus de 7000 qu'on a sur le département des Alpes-Maritimes. Donc ça reste encore une frange assez fine. Mais on imagine qu'on fera un décompte à la fin de la semaine, on risque d'en avoir beaucoup plus. Oui, bien sûr, on risque d'en avoir beaucoup plus, puisque dès l'instant où il y a un enfant positif, c'est toute la classe qui est fermée, on le rappelle, puisque cette annonce a été faite par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, vendredi. Vous avez dit quelque chose d'important sur lequel j'aimerais que vous reveniez. Vous dites, on n'a rien appris depuis le confinement du mois de mars dernier. Oui. On entendait votre collègue qui expliquait que toutes les familles n'ont pas à disposition du matériel informatique, c'est vrai, mais est-ce qu'on a mis en place depuis un an la possibilité de faire des cours à distance? Est-ce que le corps professoral s'est organisé ou pas? Est-ce qu'on lui a donné les moyens de s'organiser? Parce que si on n'a rien appris depuis un an, il y a quand même un problème. Ah, il y a un gros problème, effectivement, et je persiste à dire que l'expérience du mois de mars, en tout cas au niveau du ministère, ça n'a servi à rien. Depuis le mois de mars, depuis le mois de mai, nous alertons, en tout cas la FCPE le fait aux côtés des organisations syndicales, pour qu'on ait une anticipation, une préparation, notamment au niveau de la rentrée. Nous demandions un recrutement massif d'enseignants, en tout cas de personnel d'encadrement au niveau des établissements. Rien n'a été fait. En tout cas, ça n'est sûrement pas à la hauteur de la situation dans laquelle on est. Les prévisions, de toute façon, étaient finalement à ce qu'on arrive aujourd'hui. Première vague, deuxième vague, on y est. Et on n'a pas, c'est pas à la hauteur. Depuis le mois de novembre, les lycéens sont en tout cas pour un certain nombre d'établissements en demi-jauge. Ils ont une semaine dans l'établissement et une semaine en autonomie. Ils n'ont pas de cours distanciels. Alors, est-ce que les solutions, ça pourrait être, on l'a vu à la fin de ce reportage, d'avancer les vacances de Pâques, de donner 15 jours de plus? Et est-ce qu'une autre solution, vous avez parlé de demi-jauge pour les lycées, ce serait de mettre en place la même chose pour les écoles primaires et pour les collèges? Alors disons que pour pouvoir effectivement avoir une idée de ce qui pourrait être le plus acceptable, en tout cas en termes d'organisation pour les familles et pour les élèves, ça s'anticipe, ça se discute et pour le moment c'est pas le cas. Donc avancer les vacances, pourquoi pas? Simplement, il faut avoir un peu de décence et de prévenir les familles suffisamment tôt pour qu'elles puissent s'organiser, parce que effectivement, elles, pour un certain nombre, travaillent quand même. Donc, il y a une nécessité d'organisation et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Le ministre doit arrêter de dire que les familles doivent assumer. Nous assumons. Les familles ont assumé au mois de mars. Elles assument encore à la rentrée, en tout cas au mois de novembre, avec les renforcements de protocoles.
Et les familles assument encore aujourd'hui. 24 avril, hein, les prochaines vacances dans notre zone, jusqu'au 10 mai. Donc effectivement, c'est une piste pour éviter la fermeture des écoles. Et la demi-jauge ailleurs que dans les lycées, ça serait une piste? En tout cas, la demi-jauge, elle est mise en place parce que dans l'établissement, les locaux ne permettent pas, par exemple, de pouvoir garantir le non-brassage, en tout cas un certain nombre de dispositifs. Donc oui, ça peut être une solution, mais une des solutions que nous réclamons depuis le mois de mai, c'est des masques gratuits pour les enfants, pour tous les élèves et pour tous les personnels. Comment on peut demander aux familles et aux élèves d'être attentifs, très stricts sur le respect du protocole et ne pas leur fournir des masques. Il y a des élèves qui viennent et qui n'ont pas de masque. Il y a des élèves qui viennent et qui n'ont pas de masque. En tout cas, lorsqu'ils n'ont pas de masque, les établissements ont un lot de masques tampons en fait. Hein. Donc oui, il y a des dispositifs, mais c'est à la puissance publique, de l'assumer dès le départ. Donc les masques, les tests, on fait des tests aussi salivaires, est-ce qu'on en fait assez? Alors au niveau Est-ce que ça sert à quelque chose? En tout cas, il me semble que la manière dont ça a été fait, en tout cas, c'est pas très très clair non plus. Il aurait mieux valu avoir un service de santé renforcé dans les établissements scolaires, c'est-à-dire des infirmières. On en a très très peu, mais qui pouvaient tester les élèves qui pouvaient présenter des symptômes, tester éventuellement tous les élèves de la classe, plutôt que de sélectionner tel type d'établissement et pas un autre. Donc en fait, c'est les tests salivaires, en tout cas dans la mise en place actuelle, on voit pas très bien à quoi ça peut servir. Éric, juste une question un peu plus globale sur la gestion depuis le début de la crise. C'est vrai qu'on a quand même l'impression d'être confronté toujours au même problème. En fait, le télétravail qui va être compliqué à mettre en place à cause des inégalités à la maison, les professeurs pas forcément formés, et puis toujours ces décisions dans l'urgence. Alors attention, c'est facile de critiquer quand on n'est pas aux affaires, mais c'est très martial. Jean-Michel Blanquer vient à la télévision, puis dès le lundi, il faut appliquer les mesures. C'est quand même toujours très brutal. Oui, alors on se souvient de la fermeture des restaurants, vous vous souvenez, qui a été décidé le vendredi pour le week-end suivant. Mais là, je pense qu'on est dans une sorte de tenaille. C'est-à-dire que le président de la République et son gouvernement assistent à un emballement de l'épidémie. Le président de la République, qui le 29 janvier, je rappelle, avait fait le pari de dire « je ne reconfinerai pas », alors que d'autres États reconfinaient, que certains scientifiques, beaucoup, attiraient son attention sur le fait qu'on était sans doute devant une nouvelle vague. Mais il est resté sur son mont Olympe, le président de la République. Il n'a pas voulu en descendre. Donc aujourd'hui, peut-être que les mesures dont vous parlez qui sont prises dans l'urgence, c'est peut-être parce qu'on a voulu trop retarder des décisions très fortes à prendre et qu'on les prend dans l'urgence. Et on ne sait pas ce que le chef de l'État va annoncer mercredi ou jeudi. Alors effectivement, on ne sait pas ce que le chef de l'État va annoncer mercredi ou jeudi, sauf que la pandémie, elle a commencé au mois de mars de l'année dernière. Et on a demandé que sur la rentrée, il y ait des dispositifs particuliers qui soient mis en place. Un recrutement massif de personnel, un dédoublement des classes, les masques gratuits, parce que pour garantir l'hygiène, il faut des masques gratuits, une famille de 5 personnes, ou de 3 enfants, 2 masques ou 3 masques dans la journée, oui, c'est compliqué financièrement. Et ça, on nous a... c'était une fin de non-recevoir à chaque fois. Vous pouvez admettre aussi que personne ne pouvait imaginer que ce variant anglais serait plus contagieux, serait plus grave, qui prendrait la place du variant, dire, classique. Il y a aussi cet emballement-là que personne ne pouvait prévoir. Sauf que... le modèle anglais, quand même, aurait pu nous mettre la puce à l'oreille. Ça a explosé il y a 3 mois avec ces histoires de variants anglais. J'ai entendu certains élus, et je ne citerai pas leur nom, nous avertir il y a 15 jours en disant « vous allez voir, ça va exploser ». Alors, c'est encore facile de faire des analyses après, mais... en même temps, on a des gens qui sont à la tête de notre pays, qui sont entourés de personnes très très compétentes, et donc c'est aussi de leur responsabilité. L'évolution, en tout cas, c'est pas, en tout cas, on nous en a parlé quand même assez tôt.
Merci beaucoup en tout cas Laetitia Sicardi, présidente de la FCPE dans les Alpes-Maritimes. Évidemment, c'est un dossier qu'on va suivre toute la semaine. On fera un point dès vendredi, à la fois sur l'état d'esprit des parents, des professeurs et puis les chiffres. Combien de classes vont fermer? Parce qu'a priori, on le rappelle, un seul cas positif dans une classe entraîne la fermeture de cette dernière. Avant de vous libérer, on va juste faire le point sur ce qui s'est passé. Mon cher Eric, ça va pas manquer de vous faire réagir. Ce week-end à Marseille, une fête clandestine avec caméra de surveillance pour prévenir de l'arrivée des policiers, un ticket d'entrée à 200 €. Voilà, un scénario encore assez rocambolesque dans la cité phocéenne. Le point avec Cindy Chevaux. C'est un nouveau débordement festif. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, une soirée clandestine a réuni près de 200 personnes en pleine crise sanitaire dans un ancien bar en travaux du 15e arrondissement de Marseille. C'est sur les réseaux sociaux et plus précisément sur Snapchat que les policiers du service départemental de nuit ont pu très vite être avertis. Vers 3h30, les policiers débarquent sur place mais se retrouvent bloqués. Et pour cause, les organisateurs de la soirée avaient fermé de l'intérieur les portes de la salle où se déroulait la fête. Des vigiles étaient également présents, mais aussi des caméras de vidéosurveillance étaient placées à l'extérieur des locaux afin de prévenir d'une éventuelle intervention policière. Dans un même temps, les forces de l'ordre ont fait appel au locataire qui, sur place, a certifié avoir perdu les clés de son établissement. Les policiers se sont donc retrouvés une nouvelle fois coincés et forcés de patienter. Ils ont mis en fourrière les véhicules mal stationnés des invités qui parfois venaient de loin, comme Gap, Fort-Calquier ou encore Mont-de-Marsan. C'est au petit matin vers 6h que les fêtards ont pu constater via la vidéosurveillance que les forces de l'ordre en fin de service étaient en train de quitter les lieux. Avec seulement 7 policiers sur place, les personnes présentes à la fête ont pris confiance et ont ouvert en grand les portes de la salle afin que tout le monde puisse sortir en trombe. Selon la préfecture de police, des renforts sont intervenus à cette heure-ci afin de dresser une 50aine de PV. Et selon nos confrères de la Provence, une enquête va être ouverte afin d'interpeller les organisateurs de la soirée dont l'entrée s'est levée à 200 €. Voilà, on n'arrête pas le progrès, comme on aurait pu dire dans un autre contexte, des caméras de vidéosurveillance, 200 € l'entrée. Évidemment, l'imagination humaine n'a pas de limite dans ces cas-là. Ouais, on peut appeler ça des professionnels de l'irresponsabilité, vous voyez, parce que là, ça se professionnalise, l'irresponsabilité. On avait beaucoup parlé, et à mon avis, à raison de ce fameux carnaval de la Plaine à Marseille, mais là, on passe une étape supplémentaire. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris que ce virus était mortel, que ce virus embouteillait les services hospitaliers et réanimation des Bouches-du-Rhône. On a l'impression qu'ils vivent dans une autre planète. Et le problème, c'est que c'est pas forcément eux, en plus, qui se mettent en danger. Ils mettent aussi en danger leurs proches, parce que si eux réagissent peut-être bien à la charge virale, c'est peut-être pas forcément le cas des époux, des conjoints, des grands-parents. Bon bref, on le répète assez souvent. Juste avant de passer au dossier Air France, Santé publique France a mis à jour les chiffres qu'on vous a montrés tout à l'heure et sans surprise, 24 heures plus tard, ça augmente encore. 456 le taux dans les Bouches-du-Rhône, 463 dans les Alpes-Maritimes, sur la métropole niçoise, c'est repassé au-dessus des 500 et 437 dans le Var. Donc là, on est clairement face à des chiffres qui explosent, même si la tension hospitalière se stabilise. On sait qu'il y a toujours un décalage de 15 jours entre l'explosion du taux d'incidence et sa répercussion sur les chiffres. Air France, autre épine dans le pied de notre région. Il se pourrait, Eric, et je voudrais juste avoir, avant qu'on accueille Stéphane Pasqualini, votre sentiment là-dessus, 7 milliards de pertes, fermeture des bases en région, ça comprend Marseille et Nice, Toulouse également, 329 salariés dans l'incertitude. Oui, c'est un choc social qui pointe son nez. Alors c'est vrai que le secteur aérien est en très très grande difficulté. Parlons de l'aéroport de Nice. Vous savez qu'il y a un terminal sur 2 qui est ouvert. On sait que les commandes d'Airbus, de Boeing se sont effondrées. On sait que le trafic aérien globalement a perdu 80% de son chiffre d'affaires l'an passé, puisque évidemment toutes les liaisons, ou presque toutes les liaisons étaient fermées. Donc j'allais dire, malheureusement, c'est presque la logique des choses qu'imaginer qu'il y ait des répercussions sur les bases
bases des grandes compagnies aériennes. Il faut rappeler que Air France est associée capitalistiquement et en termes commerciaux à KLM, qui est la grande entreprise aérienne néerlandaise, qui elle-même est en grande difficulté. Alors l'État, évidemment, met la main à la poche pour essayer de sauver la compagnie nationale, Air France, mais le secteur aérien n'envisage pas un vrai redémarrage avant 2022, voire 2023. Bonsoir Stéphane Pasqualini, délégué syndical Force ouvrière, chef de cabine également pour la compagnie aérienne. Vous êtes à Marseille. Que dire si ce n'est que vous êtes très inquiet, 329 salariés et leurs familles qui n'ont pour seule perspective qu'une mutation à Paris finalement. Oui, tout à fait. On n'a que cette perspective qui nous est offerte à ce jour. Nous sommes un peu dans l'incompréhension puisque nous avons ouvert ces bases en 2011 sur un projet d'entreprise et un appel de la direction pour venir concurrencer les low cost sur Nice, Toulouse et Marseille. Donc à ce titre-là, nous sommes déjà des salariés qui avons fait énormément d'efforts puisque nous sommes aux mini-garanties et nous avons accepté d'avoir des cadences supérieures à celles de nos collègues parisiens. Donc nous n'avons pas démérité pendant ces 10 années. Nous sommes bien conscients de la problématique du Covid en ce moment et de la grande difficulté des entreprises et des compagnies aériennes. En revanche, nous, on a été aussi en première ligne, à l'instar des personnels soignants, pour rapatrier tous nos concitoyens vers leur région. Et à ce titre-là, on a été volontaire sur tous les vols moyens courriers et courts courriers pour rapatrier nos ressortissants. Et bien souvent, en les récupérant sur les vols Charles de Gaulle et les vols sur Amsterdam pour les rapatrier dans les régions. Donc on est bien au courant de la complexité de la situation au niveau de l'aérien. Pour autant, nous avons vraiment participé à l'effort de l'entreprise et on ne comprend pas trop cette politique, surtout qu'on vient de fermer l'escale de Toulon actuellement et pour autant la nature ayant horreur du vide, les compagnies étrangères ne s'y sont pas trompées et déjà à peine parties les compagnies anglo-saxonnes. Ouais, EasyJet a ouvert à Toulon par exemple très récemment des liaisons. Quel est le calendrier pour vous, Monsieur Pasqualini, les échéances? Est-ce que la direction vous les a communiquées? Non, on n'a aucune échéance, aucune information. On a appris ça à 2 reprises par visioconférence. Ça a été évoqué tout au plus 2 minutes et on n'a pas plus d'informations. Donc nous, pendant 10 ans, on a fait énormément d'efforts pour développer nos régions. On a été vraiment partenaire de l'entreprise en acceptant des cadences toujours plus grandes et plus lourdes. Et là, on ne comprend pas qu'il n'y a même pas un responsable qui soit descendu nous parler, nous rencontrer. Et on a l'impression que Air France investit dans l'avenir actuellement avec la PLD qui est donnée par l'État et par le contribuable français. Et on a l'impression qu'on est en train de créer un avenir sans nous, parce qu'à n'en pas douter, l'aérien va redémarrer, ça c'est certain. Et à la fin du confinement, les gens n'auront qu'une envie, c'est de voyager. Donc ça, on est sûr que ça va repartir, effectivement. Par contre, comme le disait monsieur précédemment, Air France achète 8 Boeing 737 pour équiper Transavia. Ils construisent un hangar à réparation des moteurs à Orly avec une injection d'une somme de 35 millions d'euros. Voilà, nous on est vraiment les plus bas du marché au niveau personnel et on ne comprend pas pourquoi on viendrait fermer les régions, surtout que en fait, le personnel c'est toujours... Mais monsieur Pasqualini, ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est on tire un trait définitif sur ces bases Air France ou bien on les suspend momentanément avant le redémarrage du trafic aérien? Parce que si ces bases Air France étaient indispensables dans le sud, au moment où tout allait bien, on ne voit pas pourquoi elles ne le seraient plus au moment où tout va redémarrer. C'est tout à fait pertinent ce que vous dites. Et en fait, je pense qu'il y a une volonté réelle de l'entreprise d'enlever tout le personnel historique des escales Air France, que ce soit la piste, les bagages, les agences commerciales, l'enregistrement, enfin tout le personnel qui intervient sur la touchée province. Et en fait, je pense qu'ils veulent robotiser complètement tous les terminaux et avoir juste une compagnie low cost. Ce que vous dites en fait, c'est qu'Air France s'appuie sur une sorte d'effet d'aubaine avec cette crise pour mettre en place un plan qu'elle avait déjà en tête avant.
Oui, tout à fait. Oui. Et en fait, elle va privilégier sa low cost Transavia et se débarrasser, entre guillemets, de tout le personnel historique d'Air France. Pour terminer, juste une question très technique en réalité. En fait, quand on dit une base, la base de Nice par exemple, ou la base de Marseille, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'une partie des salariés du groupe est rattachée à une forme de siège en province? Oui, c'est ça. En fait, notre base, base mère, c'est Paris. Mais quand ils ont fait ça, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient prêts à venir travailler dans les provinces, s'installer dans les régions. Et en fait, ça a économisé des économies à Air France parce qu'ils n'avaient plus de frais d'hébergement, de location de voitures sur place. Et ils utilisaient du personnel local, ce qui était une économie conséquente. Et nous, on a contribué à cette économie pendant 10 ans en acceptant des cadences toujours plus fortes. Par contre, là, ce qui se passe, c'est un problème humain, c'est-à-dire que les gens, au cours de ces 10 années, eh bien, ont tissé des relations dans la région, que ce soit amicales, sociales, voilà, ils ont leur famille, il y a des gardes d'enfants, des scolarisations, et maintenant, on leur dit, bon, ben voilà, on oublie tout et vous remontez. Donc, l'action que nous avons eue dimanche dernier à Marseille, c'était un rassemblement, alors contrairement au reportage précédent où on s'était déclaré en préfecture, on n'était pas gréviste du tout, c'était juste un rassemblement et on voulait dire adieu à nos passagers en les applaudissant et en les remerciant puisque les passagers nous ont témoigné leur sympathie et nous ont remercié de les avoir servis pendant ces 10 dernières années. Ils nous disaient que quand ils arrivaient à bord et en entendant nos accents, ils se sentaient un peu déjà chez eux et on avait développé des relations privilégiées avec eux et on est tous attristés. Et puis même, beaucoup de gens sont très inquiets par rapport au devenir, puisque visiblement Paris n'a pas l'intention de vraiment accompagner ces remontées. Et certains d'entre nous pensent que c'est une manière déguisée pour l'entreprise de faire que les gens décrochent en cours de route, quoi. Monsieur Pasqualini, il y a le partenaire KLM, il y a le hub à Schiphol aux Pays-Bas pour KLM qui est historique. Et la structure de KLM n'est pas du tout une structure comparable à celle d'Air France, notamment sur la question des bases. Est-ce que le fait d'avoir marié deux compagnies comme celle-ci, Air France qui en avait et KLM qui en a très peu ou qui en a pas, ça n'aurait pas dû vous mettre un petit peu, pardonnez-moi, la puce à l'oreille? Non, pas vraiment, parce qu'on a toujours été complémentaires. Quand il y a eu la fusion, au départ, chacun relayait l'autre dans certaines régions. Il y a eu des accords. Et nous, on était, je veux dire, c'était inédit. Dans les bases provinces, KLM n'était pas encore bien présent. Donc nous, on a relayé un savoir-faire où on était déjà implanté. Donc en ce sens-là, on ne s'est pas chevauché. Effectivement, ça s'est justifié dans les escales long courrier à l'étranger où il y a eu vraiment une complémentarité. Mais là, par rapport aux bases provinces, c'était vraiment notre terrain, quoi. Merci beaucoup en tout cas Stéphane Pasqualini, délégué syndical Force ouvrière chez Air France. Évidemment, là aussi, on va suivre le dossier de près. Sachez que les politiques n'ont pas manqué de réagir. Le député Éric Ciotti, par exemple, dans les Alpes-Maritimes. Et Christian Estrosi et Renaud Muselier, le maire de Nice et le président de la région Sud, ont envoyé une lettre aujourd'hui à la direction d'Air France pour tenter de faire infléchir cette position. Merci à vous et à bientôt sur les antennes d'Azur TV. Avant d'accueillir Guilhem Ricavi, avec qui nous allons parler de Jean-Claude Gaudin, qui publie ses mémoires. Juste un petit point, comme chaque lundi désormais, sur le procès de Jean-Noël Guérini et de son frère Alexandre. Ils sont accusés, entre autres, d'avoir détourné de l'argent public, de favoritisme. Sur place, au tribunal de Marseille, donc pour faire le point sur la semaine qui vient de s'écouler, nous retrouvons Valentin Rodriguez. Le procès des frères Guérini entame donc sa 3e semaine ici au tribunal correctionnel de Marseille. Ces derniers jours, les juges se sont intéressés à l'entourage des frères Guérini et notamment Rémi Bargès, poursuivi pour destruction de preuves. Quelques jours avant une perquisition, l'ex-chef de cabinet de Jean-Noël Guérini s'est expliqué jeudi dernier sur le remplacement des ordinateurs de la garde rapprochée de l'ex-patron des Bouches-du-Rhône, jugé avec son frère pour le trucage de marchés publics. Rémi Bargès, haut fonctionnaire, est le seul prévenu jugé dans ce volet du procès Guérini. Pour rappel,
11 prévenus comparaissent depuis près de 2 semaines dans 10 affaires distinctes devant le tribunal correctionnel ici à Marseille. Enfin, ce vendredi, les juges se sont intéressés au circuit financier assez flou réalisé par Alexandre Guérini, dirigeant de la société SMA Environnement, en charge de l'exploitation de la décharge du Mentor à La Ciotat. Des mouvements financiers qui impliquent notamment des comptes en Suisse et au Luxembourg, pays réputés pour leurs paradis fiscaux. Des faits d'abus de biens sociaux et de blanchiment sont reprochés à Alexandre Guérini. Un long procès qui se terminera le 9 avril prochain. Il reprendra ce mardi avec les plaidoiries des parties civiles. Le réquisitoire des 2 procureurs, lui, est prévu ce mercredi. Voilà, autre étape importante, donc les réquisitions demain et les réquisitions qu'on attend beaucoup du procureur de la République. Alors Guilhem Ricavi n'est pas là, on a du mal à le joindre, on espère pouvoir l'avoir avant la fin de ce grand direct. Alors, 2 reportages en magasin à vous montrer. Ces 2 reportages, l'un sérieux mais léger et l'autre carrément léger, vous allez le voir, Eric, vous qui aimez les bains rafraîchissants, vous serez gâtés. On va peut-être s'intéresser d'abord au vélo, parce que vous le savez, désormais dans les grandes agglomérations, on propose des plans vélo. On avait découvert dans cette émission celui de Nice, celui de Marseille également avec ses pistes cyclables. Et bien là, nous partons à Antibes, dans la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, où là aussi, on aimerait bien miser un peu plus sur la bicyclette. Le maire d'Antibes, Jean Leonetti, a présenté ce matin son plan vélo pour la Casa. Objectif numéro 1, inciter un maximum de personnes à se mettre en selle pour aller au travail. La démocratisation du vélo à assistance électrique permet d'élargir le public cible. C'est beaucoup plus facile, évidemment on a du relief, mais le VAE a lissé ce relief et notre travail aujourd'hui c'est d'aller au-delà du maillage de la technopole où déjà c'est déjà bien aménagé en termes de pistes cyclables, c'est d'aller faire des connexions avec les communes, surtout sur le nord. Alors Valbonne, Roquefort, Opio, Le Rouret, enfin toutes ces communes, de les relier par des pistes, des itinéraires et des pistes cyclables, et c'est pour ça qu'on travaille fortement sur les pistes de défense incendie, les DFCI de forêt, où on aimerait bien avoir l'autorisation de passer et des aménagements légers, je veux dire, pas question d'aller perturber l'écologie et l'environnement de ces lieux. L'aide à l'acquisition est renouvelée cette année. Avant de se lancer, il est même possible de se faire prêter un vélo électrique. Avec Choisir le vélo, l'association qui s'occupe du vélo, on a mis en place la Casette du vélo à Sofia, à Garbegère, où on a des prêts gratuits de 15 jours sur les vélos à assistance électrique pour donner le goût, pour donner l'envie, pour donner que les gens prennent l'habitude et découvrent surtout l'usage du vélo à assistance électrique, avec un résultat où 19% ont déjà acheté le vélo électrique. Dès qu'ils ont posé le vélo de prêt, ils sont allés vite acheter un vélo à assistance électrique et 35 ou 36% envisagent de l'acheter dans les semaines ou dans les mois qui viennent. L'aménagement est une affaire de compromis. À défaut d'avoir des pistes cyclables partout, des itinéraires sécurisés sont d'ores et déjà mis en place. Les gens qui font du vélo, ils ne veulent pas des pistes cyclables partout, ils savent très bien que ce n'est pas réaliste. Ils veulent simplement des itinéraires sécurisés partout. À une échelle plus large, l'objectif est de joindre les différents territoires, mais aussi de compter sur la complémentarité des moyens de transport. Notre objectif dans les 3 ans qui viennent, c'est le littoral, l'axe nord-sud, littoral Sophia Antipolis et la boucle de Sophia Antipolis qui se renforce. À ce moment-là, on aura une facilité de l'intermodalité. Je prends ma voiture et puis je me gare à un endroit et puis les derniers kilomètres, je les fais à vélo. Je prends le bus-tram, je le prends aux plateformes multimodales d'Antibes, je monte à Sophia Antipolis et puis pour aller à mon entreprise, pour aller travailler, je prends un vélo. Cette année, de nouveaux lieux de stationnement spécifiques seront installés et plusieurs kilomètres d'itinéraires vélo vont être aménagés. Et bonsoir Guilhem Ricavi, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine avec, écoutez, ces quelques pages que j'ai lues avec délectation, je vais vous l'avouer, que vous avez consacrées à Jean-Claude Gaudin, parce que ces mémoires seront vendues dans le commerce à partir de mercredi. 50 ans de vie politique, maintenant je vais tout vous raconter. Et vous vous êtes entretenu avec l'ancien maire de Marseille à l'occasion donc de la sortie de cet ouvrage.
Oui, effectivement, Jean-Claude Gaudin qui nous a reçus chez lui à Mazargues, dans la maison dans laquelle il habite, dans laquelle il a grandi, et c'est son père maçon qui l'avait construite. Et donc, il nous a reçus à la fois pour parler de ce livre qu'il a écrit avec un confrère anciennement journaliste, et donc dans lequel il revient sur 50 ans de vie politique, avec des anecdotes sur des présidents de la République, sur ses débuts en tant que conseiller municipal avec Gaston Defferre, c'est en 1965. Et puis, on a également fait un tour d'horizon de l'actualité avec lui sur la candidature, par exemple, de Xavier Bertrand, qui est candidat à la candidature pour les présidentielles, sur la garde à vue dont il a fait l'objet il y a quelques semaines. Et puis, sur Le Monde comme il va, alors... Sachez que Jean-Claude Gaudin nous l'a dit, il s'est fait installer Netflix pour occuper ses soirées. Il lit beaucoup, il déplore que les restaurants soient fermés en ce moment parce qu'il reconnaît être un petit peu gourmand. Donc voilà, Jean-Claude Gaudin fidèle à lui-même et qui est plutôt content de ce travail sur ses mémoires. C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire et qui a envie de s'inscrire dans l'histoire. Et bien évidemment, la publication de ce livre, c'était un moment important pour lui, pour ponctuer une vie politique bien remplie. Guilhem, est-ce que vous l'avez interrogé? Est-ce qu'il a répondu sur l'état financier de la mairie de Marseille? Non, alors si on l'interroge sur la ville de Marseille, il nous parle beaucoup de Benoît Payan, c'est ce qu'il a fait, en nous disant le plus grand bien de son successeur à la mairie, en nous disant qu'il avait réussi son coup, comprenait le coup politique, en devenant maire, alors que c'était Michel Rubirola qui était dans le fauteuil au lendemain des élections. Il nous dit le plus grand bien de Benoît Payan, qui est quelqu'un de brillant, qui est très travailleur, qui connaît bien le fonctionnement de la vie politique et à qui il souhaite, c'est ce qu'il nous dit, même si la droite et mes amis de droite ne seront pas contents, je lui souhaite de réussir et je sais qu'il pourra le faire. Donc Jean-Claude Gaudin, voilà, qui déplace la question et les problèmes qu'on pourrait lui reprocher. Dans quel état de forme vous l'avez trouvé parce que il a dit aussi que ça lui manquait un peu quand même la politique. Alors, dans un état de forme plutôt bon, on pensait le trouver plus affecté, plus affaibli, notamment après cette histoire de garde à vue. Mais non, Jean-Claude Gaudin, qui a l'air apaisé, qui est plutôt souriant, alors qui a toujours quelques petits problèmes de mobilité, mais voilà, mais c'est plutôt quelqu'un, oui, qui vit plutôt bien ses premiers mois de retraité. Il le dit d'ailleurs aussi dans la Provence ce matin, il pensait qu'il vivrait beaucoup moins bien cette nouvelle étape de sa vie. Là, il est plutôt confiant, il partage son temps entre Mazargues et puis sa villa de Saint-Zacharie à la limite avec le Var. Il y allait avant uniquement les week-ends. Là, les week-ends sont un petit peu prolongés. Il partage son temps véritablement entre ces deux endroits. Donc un Jean-Claude Gaudin, oui, qui est très conscient de la suite, j'allais dire en quelque sorte. Il nous parle très crûment de la suite en nous disant, à mon âge, la seule chose que j'espère le jour où je disparaîtrai, c'est de partir sans souffrir. Donc voilà, un Jean-Claude Gaudin qui a beaucoup réfléchi, je pense, à cette période de sa vie. Des mémoires, c'était important pour lui. Alors, il l'égratigne pas grand monde, peut-être Renaud Muselier qui en prend un petit peu pour son grade. Mais voilà, ça ponctue, à mon avis, pour lui, quelque chose d'important. Oui, et puis c'est pas nouveau, la rivalité entre Renaud Muselier et Jean-Claude Gaudin. Une dernière question. Oui, donc il dit du bien de Benoît Payan, le socialiste, et vous nous avez dit que vous avez abordé la question de la candidature de Xavier Bertrand. Qu'est-ce qu'il en dit alors ? Oui, alors là aussi, pareil, il a une vision plutôt optimiste de cette candidature-là. Il avait émis quelques réserves sur le fait que se déclarer tôt, c'était pas toujours la meilleure chose à faire, mais en tout cas, il lui reconnaît pas mal de qualités pour porter les couleurs de son parti politique, les Républicains, à la prochaine présidentielle. Et puis je voulais juste vous dire, mon cher Guilhem, je me dépêche, que votre édito, vraiment super, la métaphore sur ce porte-conteneur de 400 mètres qui bouche le canal de Suez et la métaphore sur la mondialisation qui bloque le développement du monde, j'ai trouvé ça génial comme image. Ça me touche beaucoup, cher Eric. Parce que je voulais encore juste 20 secondes pour le journal de demain quand même, en deux mots ce qu'on pourra retrouver. Alors on s'intéresse notamment à tous ces professionnels du secteur de la culture qui occupent des lieux de culture et on a voulu savoir pourquoi, quelles étaient leurs motivations et surtout quelle issue ils voyaient à cette crise qui les empêche d'accueillir du public ou des visiteurs dans les musées. Donc tour d'horizon de ces occupants, de ces manifestants de la culture.
Merci Guilhem, à demain sur les antennes d'Azur TV. Je voulais quand même qu'on regarde ce reportage qui va vous faire du bien, Eric, et faire du bien à tout le monde. Non mais sérieusement, ce sont les ours blancs du Var qui, quoi qu'il arrive, vous les voyez sur ces images, se baignent, qu'il fasse chaud, froid, beau, pas beau, la pluie, la neige. Yann Telcriado a passé une partie du week-end avec eux. Ça se passe du côté de Saint-Cyr, dans le Var. Comme chaque semaine, ils se jettent à l'eau sans aucune hésitation, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse beau. Elle est comme d'habitude, fraîche mais bonne. Elle fait 14 degrés. On partage le plaisir d'aller dans l'eau avec tout temps, toute température. Début janvier, il y avait 4 degrés dans l'air, 9 degrés dans l'eau, donc on a battu notre record, mais on était là avec de la neige fondue. Et c'était formidable. Ça rend euphorique, ça stimule les défenses immunitaires, mais il faut y aller doucement et progressivement. Puis c'est beau, vous avez vu ça. Les gens ils vont dans les îles, mais nous, regardez. Et puis là, d'avoir tous les copains, c'est tellement bien. C'est un plus, c'est vraiment le plus. Les copains, c'est le plus. Tous font partie du club baptisé les Ours Blancs de la baie d'Élec. Chaque mardi, jeudi, samedi et dimanche, ils se donnent rendez-vous ici devant le poste de secours central de la plage d'Élec à Saint-Cyr-sur-Mer. La motivation collective fait effet, une routine de baignade qui dure depuis plus de 15 ans. Liliane et Mireille font partie des membres fondateurs du groupe. Rapidement rejoints par Jacques et Yvette, elles nous racontent les débuts de l'histoire. Il y a deux jeunes en vélo qui passent et ils nous disent « Madame, comment il faut faire pour aller dans l'eau froide le matin ?» Je leur dis « Il faut être courageux et il faut vous lever de bonne heure et puis il ne faut pas avoir froid. » Alors ils ont pris leur vélo puis ils me disent « Vous êtes des vrais ours blancs. » Alors voilà, c'est comme ça que c'est parti, les ours blancs. Aujourd'hui, le couple n'enfile plus le maillot, mais vient soutenir les copains. Un rendez-vous hebdomadaire qu'ils ne manqueraient sous aucun prétexte. Ça nous a aidés à vieillir, moi je dis. À 94 ans, Jacques est le doyen du club des ours blancs. Moi, j'ai été coopté par ces dames. Parce que maintenant, comme malheureusement je suis veuf, alors elles m'ont coopté parce que j'étais tout seul. C'est ce qui vous conserve, le bain. Après l'effort, le réconfort, les courageux nageurs se retrouvent autour du traditionnel café d'André et les petites gourmandises de chacun, encore plus nombreuses aujourd'hui pour fêter comme il se doit l'anniversaire de Marina, l'une des membres du groupe. Malgré la fureur du Covid qui plombe le quotidien et le futur, profitons de ce moment festif. Bon anniversaire, nous sommes toujours vivants et souriants. On t'aime toujours, Marina. Merci les amis, merci les ours. Au fil des années, la bande a accueilli des petits nouveaux, un moment de partage et de convivialité qui permet de maintenir un lien social plus que jamais essentiel. Chacun amène un copain, une copine, voilà. Et c'est même pas une assoce, c'est une bande de copains. Et on est tous différents, des âges différents. Et la mayonnaise, comme on dit, elle a pris. Chacun repart, le corps rafraîchi, mais le cœur chaud. Allez, au revoir, à demain. Voilà, ça fait du bien, non ? Eh ben, je vais vous faire une confidence. Je me suis baigné hier, mais pas dans le Var, dans les Alpes-Maritimes, à Villefranche. Je me suis baigné hier en famille, mais c'est frais quand même. Hein. Vous aviez pas la température ? J'entendais 14 degrés, ça devait être à peu près ça, mais les premières minutes sont quand même... Je crois que le record dans le giron d'Azur TV, c'est le frère de Sébastien Lyotard qui réalise cette émission, qui s'est baigné dans l'Allier. Ça faisait à peu près 10 degrés. Ah ouais. Là, on est sur du... Voilà, mais hier, il y avait un petit vent. Mais bon, je vous admire parce que moi, là, honnêtement... J'ai tenté hier, il faisait beau. Je ne même pas. Et Yann Telcriado me confiait qu'elle était avec la doudoune et les chaussures rembourrées. Donc voilà, parce que je m'étonnais qu'elle n'ait pas fait d'image à l'intérieur de la mer, mais je la comprends. Merci en tout cas Eric, merci à vous, merci à Sébastien Lyotard, donc Théo Sarfati, Greg Favreau ce soir, Fabrice Justo, Philippe Caudet et bien sûr Stéphanie Mossman. À demain sur Azur TV.